La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Shut up! Oh, Nelly, look at this. You do know the difference. Voilà exactement ce que j'aimais. I'm not a complicated man. I like cinema. Bonjour à toutes et à tous, auditeurs et auditrices, vous écoutez Le 7ème œil, un podcast cinéma dans lequel on décortique chaque mois une question autour d'un thème précis. Pour le mois de mars, on a choisi de vous parler de cinéma chinois et hongkongais, et plus précisément des films de kung-fu. Un thème, vous le verrez, chargé d'histoire et de sens puisque chaque combat raconte une histoire et chaque utilisation du kung-fu sert d'outil narratif. Comme d'habitude, je suis accompagné de Gauvin. Salut. Et Dorian. Comment ça va là? Ça va et toi? Ça va. Super. Pour ce thème, on a sélectionné 5 films chinois et hongkongais mettant en scène les arts martiaux de différentes manières. Le kung-fu est parfois représenté de manière très frontale comme dans La Fureur du Dragon de Bruce Lee ou Ip Man 3 de Wilson Yip, parfois de manière plus abstraite comme dans Railroad Tigers de Ding Cheng. Vous l'aurez compris, on va parler de ces films-là mais aussi de 2 autres films plus reconnus et mettant en scène le combat d'une manière plus poétique. Héros de Zhang Yimou et Tigre et Dragon d'Ang Lee. 5 films utilisant les arts martiaux pour raconter une histoire mais jamais de la même manière. Avant d'aller plus loin, il me semble important de préciser que cette liste de films est totalement non exhaustive. On parle de films que l'on aime, que l'on connaît et surtout auxquels on a accès en France. Des films qui ont été traduits et qui ont dépassé les frontières asiatiques pour nous parvenir. C'est toujours difficile de se limiter à 4 ou 5 films, mais là en plus, ce sont des films accessibles en Occident. Comme chaque mois, on va donc tour à tour disséquer ces films autour d'une problématique qui est la suivante. Le kung-fu dans le cinéma chinois et hongkongais, fantasme ou réalité? À quoi sert la représentation du kung-fu dans le film? Gauvin, c'est toi qui as choisi ce thème sur le kung-fu dans le cinéma chinois. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce choix et peut-être nous faire un petit topo sur l'histoire du kung-fu dans le cinéma chinois et sur ton rapport personnel au kung-fu? Ouais, alors brièvement, moi je fais du kung-fu depuis quelques années maintenant et je suis passionné par toute l'esthétique qui l'accompagne ainsi que la manière de penser du kung-fu. Attends, tu fais du kung-fu vraiment? Je fais du kung-fu Mais depuis attends, c'est quoi 3 ans, un truc comme ça. Mais wesh. Ça. Ok, On en apprend alors c'est tous ça les comme jours. ça? On savait pas, ok d'accord. Du coup, c'est un sujet qui me passionne parce que au-delà du simple combat qu'est le kung-fu, le simple art martial que c'est, on a dans les représentations dans les films et aussi dans la vie, puisque finalement c'est assez fidèle à la réalité sur pas mal de points, le kung-fu qui s'applique un peu partout. On peut le retrouver, on le verra plus tard dans ces films, dans des arts, parce qu'art martial, voilà, on a art, et aussi dans des gestes du quotidien, puisque la doctrine kung-fu et du coup la doctrine zen qui l'accompagne et compagnie se retrouve énormément dans les films chinois et hongkongais, même dans des gestes du quotidien. Donc, moi j'ai voulu choisir ça et cette problématique-là parce que ça nous permet de nous élargir à une façon de voir le cinéma très différente de la nôtre et surtout qu'on peut trouver burlesque, voire rocambolesque, mais qui a un sens en Asie. Ok, merci. Du coup, c'est ça, c'est intéressant de préciser peut-être qu'on a vachement débattu sur le titre du podcast. Ouais, carrément. Voilà, on n'était pas sûr de dire, d'utiliser le terme de kung-fu ou d'élargir au terme d'art martial. Mais en fait, le kung-fu, ça regroupe tous les arts martiaux chinois d'une certaine manière. Ouais. Parce que la on définition. a 10 000 écoles différentes, 10 000 voilà. manières de le faire. Ça vient surtout pas de la Chine au départ, mais du Tibet. Donc c'est D'accord. Ah ouais, ça, je indien savais à pas. la base, le kung-fu. Ok. Voilà. Mais tout ça, c'est une question de quand c'était la période des empires, c'était assez éparse. Donc, Ok. Mais du coup, on n'a pas la même définition du kung-fu en France et en Chine. Nous, pour nous autres occidentaux, le kung-fu, c'est vraiment de la boxe chinoise, comme on en a dans La Fureur du Dragon, Ouais, dont on va parler juste après. Mais en Chine, le kung-fu, c'est vraiment juste la maîtrise d'une technique. Et sans faire d'amalgame ou quoi, c'est une manière de penser qui n'est pas non plus aussi répandue qu'elle a pu l'être et aussi répandue qu'elle est montrée dans les films asiatiques. Après, c'est très fantasmé aussi, mais ça reste beaucoup plus commun de voir et imaginer le kung-fu en Asie que de le voir et l'imaginer en France. Ok. C'est bien de mettre ça à plat dès le début du podcast. Moi, juste avant de commencer, je préfère préciser qu'on risque de mal prononcer les noms des acteurs, carrément. des actrices et des réalisateurs des films de la sélection. Donc on s'excuse pour ça, nous sommes français et pas du tout chinois ni hongkongais, donc on fait de notre mieux. Voilà. Et écoutez, pour entamer ce 6e épisode déjà du 7ème œil, et ouais, C'est beau. je propose qu'on commence par le film le plus ancien de la sélection, c'est-à-dire La Fureur du Dragon de Bruce Lee, sorti en 1972. Après, le retour du dragon. Big Boss.
la fureur de vaincre, la fureur du dragon. Bruce Lee, le seul, l'unique, le vrai, dans la fureur du dragon. Tang Lung est un Hongkongais qui débarque à Rome pour aider sa cousine et son oncle victimes d'un promoteur faisant pression pour qu'ils vendent leur restaurant. Régulièrement, une bande de sbires débarque dans le restaurant pour les intimider. Tang Lung va affronter les malfrats grâce à sa grande maîtrise de la boxe chinoise, aka le kung-fu. Alors La Fureur du Dragon, c'est un film qu'on a rajouté assez tard dans la sélection. Fallait le mettre. Parce que, ouais, mais d'habitude, on choisit 4 films. Et là, on s'était dit, c'est quand même dommage de parler de Kung Fu et de pas parler de Bruce Lee. Donc, on a déjà rajouté la Fureur du Dragon. Et c'est un film qui te tient particulièrement à cœur, Dorian. Contrairement à toi. Contrairement à moi. Mais vas-y, je te laisse en parler. Mais déjà, je peux comprendre que c'est un film qui a peut-être mal vieilli. C'est vrai que c'est un film de démonstration, comme tu l'avais dit. Enfin, quand on en avait parlé, comme quand tu disais que c'est un film de démonstration, c'en est un. Mais déjà, il faut remettre en contexte déjà qui est Bruce Lee et un peu sa mission de vie. Bruce Lee, il a peut-être des origines asiatiques, mais à la base, c'est un Américain. Il est né à San Francisco. Et c'est une personne, avant d'être une légende, qui veut mondialiser le kung-fu, mondialiser l'art martial. Le problème, c'est que il est américain. Et il veut faire prospérer un art chinois. Et du coup, là, on se retrouve dans une impasse parce que du coup, c'est très mal vu pour un non chinois d'apprendre le kung-fu, parce que c'est réservé justement au peuple chinois, le kung-fu. Aussi, il a dû combattre contre un maître de kung-fu pour justement lui permettre de prouver sa légitimité à l'éducation du kung-fu. Il a gagné, et c'est comme ça qu'il a réussi à pouvoir enseigner après. Mais du coup, sa mission de vie, finalement, c'est de mondialiser le kung-fu, que ça soit ouvert pas non seulement aux Chinois, parce qu'ils sont déjà dans leur culture, mais aussi au monde, aux Occidentaux, aux États-Unis, tout ça. C'est peut-être une démonstration, La Fureur du Dragon, mais c'est aussi, ça représente toute sa mission de vie. C'est-à-dire, rien que dans le contexte du film, on est à Rome, en Europe. Tai Lung, du coup, Bruce Lee, c'est un Hongkongais, qui va à Rome, avec, du coup, je sais pas si les gens, les personnes qui étaient dans le restaurant, c'est des Hongkongais ou je sais pas, mais du coup ça reste des origines asiatiques, Ils sont chinois. Ok. T'as les occidentaux, du coup, les méchants, toujours. À un moment donné, on voit, il y a deux japonais qui sont là pour essayer de combattre Bruce Lee, parce qu'ils sont appelés par l'occidentaux, et t'as surtout à la fin l'américain. Donc il y a toute cette diversité de nationalités qui montre que Bruce Lee veut mondialiser l'art martial à travers toutes ces nationalités. Donc c'est pour ça que déjà je trouve ça très intéressant de mener ça. Après, pour le personnage de Bruce Lee, c'est un film de démonstration, un film égocentrique peut-être même, mais c'est grâce à ce genre de film qu'il a façonné sa légende. Parce que Bruce Lee, il me semble qu'il a fait 4 films et demi, et juste en 4 films et demi, il a réussi à façonner sa légende grâce à ce film. Parce que du coup, c'est lui, on est venu voir Bruce Lee, c'est Bruce Lee qui réalise, c'est Bruce Lee qui joue, tout est au centre de Bruce Lee. Quand il frappe, quand il se montre torse nu ou quoi que ce soit, il veut montrer sa musculature, il veut montrer à quel point il est fort. Mais au début, c'est pas ça. Au début, c'est plutôt une personne lambda qui essaye de justement, qui n'a rien à voir avec l'occidental ou quoi que ce soit, qui essaie justement de faire sa place dans l'Occident. Comme si le Kung-Fu essayait de faire sa place dans l'Occident. Et c'est lui, du coup, qui amène cette force, parce qu'il est vu comme une personne naïve, comme un petit garçon, avec ce petit thème un peu naïf, un peu enfantin, quoi, finalement. Mais dès qu'il fait ses mouvements, on sent la force, on sent ce qu'il est capable de faire le kung-fu, et du coup ça donne envie de ressembler à Bruce Lee en voyant ce genre de film. On a envie de faire ces mêmes coups-là, on a envie de le ressembler. Et c'est justement Bruce Lee qui va donner envie, par exemple, aux autres asiatiques dans le restaurant, de vouloir faire du kung-fu comme eux, parce qu'ils faisaient, je crois, du karaté avant. Et donc du coup, quand ils ont vu la performance de Bruce Lee, ils changent d'art martial, et là ils vont faire la boxe chinoise comme voulait faire Bruce Lee. Donc là, c'est comme s'il fait une passation, il apprend une sorte d'apprentissage, une sorte de transmission de son art envers d'autres personnes. Et c'est ça son but. Son but, c'est de ramener le plus de personnes vers son art. Évidemment, on a toujours ce côté très politique. Déjà parce que on avait évidemment les Occidentaux qui essayent qui veulent forcer des Chinois du coup à vendre son restaurant, qui fait référence aussi à Eichmann. Donc on a toujours ce côté, les Occidentaux veulent dominer, veulent expandre leur domination sur le territoire asiatique.
Et voilà, après les scènes, justement, si on peut répondre à la problématique fiction-réalité, c'est un film naturaliste, parce qu'en termes d'attaque, il va pas voler, il va pas faire des coups, mais ça reste très fictionnel dans le sens où il y a les petits cris qui fait un peu la légende de Bruce Lee. Il terrasse ses ennemis en un coup, en général, sauf pour Chuck Norris où c'est un peu plus dur. Mais sinon, en un coup, c'était terminé. Et vraiment, on le sent invincible. Quand on le sent invincible, c'est ça aussi qui donne sa légende, on se sent invincible. Et c'est pour ça qu'il y a un côté fiction dans le sens où il terrasse facilement ses adversaires. Mais c'est comme ça que le. Je suis pas forcément d'accord avec toi sur le fait que ce soit fictionnel du coup et fictif parce que. Quand tu parles des petits cris, c'est le kiai, c'est le principe du kiai. Ouais, mais il force un peu. Tu sais, quand il crie, en fait, il force un peu. Alors, je m'y connais pas du tout, mais peut-être, je trouve que c'est une sorte de marque de Bruce Lee. Genre, quand. Ouais, mais chacun a son kiai dans le kung-fu, dans tous les arts martiaux. Okay. Même, mais vu qu'il exagérait, je pense que je pensais que c'était plus son personnage à lui qui faisait ça. Mais parce que, comme tu l'as dit toi-même, c'est un personnage Bruce Lee de base. Oui, c'est pour donc, je pense pas que ce soit très exagéré dans le sens où même dans la vie de tous les jours, il était ce personnage. Ou peut-être, oui, c'est ça, c'est sûr. Et ensuite, le fait qu'il vainque ses ennemis en un coup. Tu fais n'importe quel combat de rue, tu mets quelqu'un qui est surarmé tellement il a fait des arts martiaux, etc., contre quelqu'un qui n'a aucune connaissance. En un coup, il est séché, le mec. Mais c'est vrai que, par exemple, quand on reprend Hitman ou Hero, il y a un peu plus de coups, c'est un peu plus. Parce qu'on est entre plus. deux professionnels. Alors que là, on est entre un professionnel et des amateurs. Ouais, c'est vrai, on est sur de la petite frappe qui vient avec sa batte de baseball péter des tables. Forcément, les mecs, en un coup, ils se font péter la gueule. Et je pense pas que ce soit si exagéré que ça, tu vois. Ok. Après, je ne connais peut-être pas assez. Mais non, même question de simple logique. Tu vois, genre, je me dis quelqu'un qui est calé contre quelqu'un qui n'y connaît rien. Ouais, en un coup, c'est terminé, quoi. C'est ça. Enfin, quand même, pour parler de Bruce Lee, quand même, on peut pas parler de lui sans parler du coup de poing sans recul. Rien qu'avec ça, tu peux briser des côtes. Le mec, c'est une arme de destruction massive, le truc. Et c'est pas une question d'exagérer, c'est son art martial qui est comme ça, parce que le mec a créé sa propre école. Il a créé l'école du dragon, qui est son propre art martial aussi qu'il a créé. Oui, du coup. Et ce gars-là, c'est un maître. C'est vraiment un maître. Après, voilà, je sais qu'en Chine, il n'est pas forcément apprécié autant parce que c'est le petit mouton noir, quoi. Mais ça reste un maître. Incontestablement, il n'y a pas de débat là-dessus. Oui. Donc le côté fictif, je trouve qu'il est vraiment peut-être pas assez exagéré. Et justement, le fait que quand il se retrouve contre un professionnel à la fin qui est Chuck Norris, puisque c'est quand même quelqu'un qui fait du sport, qui est quelqu'un qui est musclé, que ce soit plus compliqué. Ouais, là c'est normal parce que c'est deux professionnels. Voilà. Donc moi ça me paraît. Et du coup, le côté fictionnel, tu le verrais plus dans quoi du coup moi en fait, dans la représentation de l'art martial, je trouve que ce film est vachement réaliste. C'est ça, oui. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de trucs fictionnels en vrai. Ouais, je trouve que après l'histoire, bien sûr, c'est assez. C'est très cliché. Mignon. C'est cliché. Voilà. Ouais. Mais niveau représentation du kung-fu, c'est comme je le vois quand je l'imagine en dehors de la Chine. Parce que tu l'imagines en Chine avec tout ce qui est monastique, etc., très presque religieux, très sérieux. Alors que quand tu imagines le kung-fu à l'étranger, tu imagines vraiment foutre des patates. Voilà, là on a ça, quoi. Là, on est dans un film où ça fout des patates. Mais Nina, elle aimait pas trop La Furie du Dragon, je crois. Oui, on n'est pas dans un podcast de critique, mais moi, c'est un film que je trouve qui manque quand même beaucoup. Bon, c'est vraiment méprisable de dire ça comme ça, mais je trouve que ça manque de cinéma. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de mise en scène. Je pense que c'est très théâtral finalement. Même pas, parce que dans nos autres films, là, même Tigre et Dragon, on est sur quelque chose de très théâtral justement aussi, dans Héros aussi, enfin vraiment qui est héritier de l'opéra de Pékin, etc. Toi, mais c'est juste filmé pour filmer, il y a pas d'intention. Mais ouais, pour moi, c'est juste mettre. Enfin, ce qui est aussi intéressant comme motivation, mais c'est vraiment filmer du kung-fu pour montrer les capacités de Bruce Lee. Enfin, c'est Bruce Lee qui se filme lui-même. Je sais pas. Le film. T'as raison. Hein. Je sais pas si c'est de l'égocentrisme non plus, parce que c'est pas un personnage si indestructible. Si, quand même, il est quand même. Enfin, il met en avant la légende quand même, mais c'est pas un personnage si simple que ça non plus dans sa façon d'être. C'est pas un dieu, voilà. C'est pas juste ça. Il a des faiblesses, voilà. Mais en termes simplement de cinéma, de mise en scène, je trouve qu'il y a rien. Il n'y a aucun plan qui va me marquer. Je trouve même ça. Le combat dans l'arène à la fin. Ouais, même ce combat-là, c'est ça mon plus gros problème, c'est que moi j'aime beaucoup le cinéma de kung-fu, le cinéma d'art martial, qu'il soit chinois ou coréen ou japonais, asiatique en général, mais là je trouve que les combats sont mal filmés et j'arrive pas à être investi dans les combats, contrairement à Tigre et Dragon dont on reparlera tout à l'heure, où là j'ai jamais vu un film aussi bien filmé. Mais après Bruce Lee n'est pas un réalisateur aussi, donc peut-être ça joue. Justement, ça joue. Bruce Lee n'est pas réalisateur et peut-être qu'il aurait pu faire appel à quelqu'un de plus calé, mais son projet fait sens, c'est lui qui réalise, c'est lui qui donne le message. Oui, c'est touchant. Après, pour faire un
une sorte de petit parallèle qui remet un peu dans le contexte. Il y a un film que j'aime beaucoup, qui est un film Netflix, si je me trompe pas, avec Eddie Murphy, qui s'appelle Dolemite is My Name, et qui nous parle totalement de cette époque du cinéma. Blaxploitation un peu là. C'est ça, Ouais, voilà. ouais. Et donc moi, en fait, quand je vois La Fureur du Dragon, je vois tellement de bonne volonté, je vois ça en fait. Je vois ce truc Ah oui, de c'est sûr on qu'il y a bonne veut volonté, faire ouais. ce film, on n'a pas les moyens, on a réussi à se choper un gros acteur américain, voilà, parce qu'on commence à se faire un peu de renom. Mais voilà, ça s'arrête là niveau budget, et je trouve que c'est là... Ouais, mais c'est pas une excuse pour moi. Le budget n'excuse pas la recherche créative. Mais- Tu peux être très créatif avec très peu de budget et là, Non, ça mais je suis manque de d'accord, créativité. Mais quoi. la créativité n'était pas non plus l'objectif de Bruce Lee. Non, mais bon, ça manque de. C'est Non bon, seulement de créativité, mais d'idées, quoi, tout simplement. Je trouve qu'il n'y a aucune idée de cadrage, de mise en scène. Il y a Et... des cadrages qui sont. Ouais, non, moi, il n'y a rien qui va me Bon, marquer. bah, Mais c'est pas grave, peu importe. Le film a d'autres choses à dire. Enfin, moi, il n'y a pas tout que j'ai envie d'enlever dans ce film-là. Il y a des choses que je trouve très intéressantes, et notamment de ce que tu disais tout à l'heure, Dorian, par rapport à ce côté un petit peu international du film, le fait qu'il y a beaucoup d'Occident dans le film. Moi, je l'ai beaucoup vu au début avec le côté très burlesque du film, Ouais, qui m'a fait carrément. penser à forcément du Keaton, du Chaplin, Ouais. mais vachement de Jacques Tati aussi. Ouais, Donc totalement. Cocorico. On a un peu de France aussi dans ce film-là, mais ça m'a plu, et je trouve ça pas forcément aussi bien mis en avant que le reste. bah, c'est Et pas c'est dommage. subtil, c'est pas subtil, mais c'est montré et on comprend ce qu'il veut montrer. Ouais. Mais ça m'a Ok. ça m'a parlé. J'ai Bah écoutez, je propose qu'on enchaîne avec Ip Man 3. À la fin des années 50, Ip Man ou Maître Ip, incarné par le grand Donnie Yen, vit à Hong Kong avec sa femme et son deuxième fils. Vivant de ses cours de Wing Chun, il va se retrouver à protéger l'école de son fils d'un promoteur américain prêt à tout pour acheter le terrain, Mike Tyson. Il va alors voir apparaître un rival, Chung Tin-Chi, qu'il va devoir affronter. Donc Ip Man 3, c'est un film que tu as choisi, Dorian, un film dont tu voulais parler dans ce thème sur le Kung Fu. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Bah déjà, outre le fait que c'est mon film préféré d'arts martiaux, le Hitman 3, À tout film confondu, d'arts martiaux ? d'arts martiaux, ouais. C'est celui qui Ok. m'a le plus touché en tout cas. Je peux répondre d'emblée à la problématique dès la première scène. Est-ce que vous vous rappelez de la première scène? Pas du tout. Oui, vas-y. Je t'en rappelle pas. C'est Bruce Lee, du coup. La transition avec Fureur du Dragon. Bruce Lee qui vient voir Ip Man, parce que Ip Man, comme tu l'as dit, c'est le professeur de Bruce Lee. C'est Bruce Lee au début ? Ouais, c'est Bruce Lee. C'est Oui, je Bruce me Lee. rappelle de la scène, mais C'est Bruce Lee qui vient voir Ip Man et qui lui Putain. demande Ah ouais, est-ce que vous pouvez m'enseigner le Kung Fu? putain, j'avais pas capté. Et- Mais ils le disent que c'est Bruce Lee, ou c'est Oui, juste Bruce Lee. évident quand Non, mais tu connais c'est l'histoire ? Bruce Lee. On sait que c'est Bruce Lee. Oui, mais ils le disent. Il me semble qu'on le sait dans tout cas. C'est Bruce Oui, Lee. mais on le sait, mais c'est subtil. Je te le jure que c'est lui. Non, mais je te crois. Mais je crois Mais qu'il le est-ce que dit. j'ai raté quelque chose, ou Non, est-ce parce que que- alors, c'est subtil ? Parce qu'en fait, il faut voir les trois Ip Man avant. Moi, j'ai et- vu que le 1. Bah, on se rend compte en fait qu'on le voit. Enfin, le 1 et le 3. On le voit à du coup. chaque fois. On le voit à chaque fois. Et donc, du coup, là, on le revient retourner voir le maître pour demander est-ce que ça Ah, y mais est. il est petit dans le 1. Ouais, c'est un bah, enfant. c'est lui le petit. Voilà. Donc là, c'était Ok. Bruce Lee petit. Et dès cette scène, on peut répondre à la problématique fiction ou réalité quand du coup Ip Man lui lance des cigarettes. Il lance des cigarettes au début Ah oui, je pour me essayer de rappelle, ça y est. mesurer un peu son niveau. Et là, Bruce Lee, il éclate les cigarettes, il les brise de manière un peu spectaculaire, un peu fictionnelle justement. Et après, Ip Man, il lui lance de l'eau. Ouais. Il lui lance de l'eau et il essaie de frapper l'eau, Bruce Lee. Mais le problème, c'est que retour à la réalité. Et là, tu as le rapport entre la fiction et la réalité. Dans le sens où, ok, ça a écrasé des cigarettes, c'est incroyable, c'est bien. Bon, t'écrases des cigarettes, ça dose un peu. Mais par contre, tu peux pas taper, tu tapes Mais dans l'eau, l'eau. faut pas déconner. Tu tapes dans l'eau, c'est la réalité, tu vois. Ouais. Donc là, déjà, rien qu'avec cette scène, tu as déjà le rapport fictionnel réalité. Alors, il faut savoir du coup que le film prend place en 1959 à Hong Kong. Il faut savoir que du coup, Hong Kong, c'est occupation britannique, c'est occupé par les Britanniques et du coup, on ressent vraiment cette occupation, cette domination et cette expansion qui continue à persévérer malheureusement. Enfin, bref, on peut dire ça malheureusement. Oui. Et donc du coup, pour faire un bref topo pour les trois Ip Man, parce que du coup, dans Ip Man, l'art martial sert à la Art martial. l'art martial sert Mm. au côté poétique. Dans le 1, on a du coup le conflit Chine-Japon, la guerre entre Chine et Japon, avec du coup la vie d'Ip Man qui est complètement bouleversée, alors que c'était un grand maître déjà. Dans le 2, tu as déjà le Britannique qui se moque, qui ridiculise les arts martiaux chinois. Dans le 3,
on continue avec cette domination britannique déjà parce que les Britanniques sont installés dans Hong Kong et par exemple quand ils veulent justement récupérer l'école chinoise, que Mac Tyson du coup demande à ses sbires d'aller récupérer l'école, là on a encore l'Occident, enfin les étrangers qui essayent de du coup coloniser la Chine tout simplement, enfin les Chinois. Ip Man 3, lui, c'est un personnage très, très attachant. Très attachant, vraiment. Déjà, Donnie Yen, c'est un excellent acteur, c'est un virtuose dans son art. Et le personnage Ip Man lui va très, très bien. Avec du charisme, de la modestie, et peut-être même de la naïveté, mais de beaucoup d'inspiration dans, par exemple, ces quelques phrases, justement en répercussion avec l'occupation britannique. Ip Man a dit c'est pas parce qu'on domine qu'on est supérieur ou qu'on est dominé qu'on est inférieur, en fait, tout simplement. Et pour Ip Man, le monde doit être gouverné par des gens au grand cœur. Donc malheureusement, c'est inspirant, même si ça paraît naïf, c'est inspirant. Donc déjà, on a vraiment ce côté très très gentil, très inspirant, avec beaucoup de sagesse. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très très intéressant, je trouve. Et on a un autre axe, du coup. Donc ça, c'est le premier axe politique. T'as un deuxième axe du coup avec Cheng Qingchi. Je sais pas si je dis bien du coup. C'est l'antagoniste, pas vraiment un antagoniste. C'est plus son rival. C'est-à-dire c'est un taxi du coup, un maître enfin c'est pas encore un maître, c'est un combattant kung-fu, il fait du kung-fu, il est très fort et son but c'est de devenir le meilleur, de combattre Ip Man et de remporter et surtout que le Wing Chun, parce que le Wing Chun c'est l'art martial qu'utilise Ip Man, c'est que le Wing Chun soit reconnu, on va savoir entre les deux qui a le meilleur Wing Chun et quel est le vrai Wing Chun. Donc ça c'est le deuxième axe, donc évidemment ça va donner lieu à des combats, on parlera tout à l'heure, mais voilà, super parce que les deux sont des grands combattants. T'as le troisième axe qui est le plus important, c'est du coup le rapport avec la femme. Parce que dans tous les Ip Man, on a ce rapport avec la famille. Dans le 2, le plus important, c'est pas de se battre, c'est de rester avec sa famille. Dans le 3, le plus important, c'est pas de se battre, c'est de rester avec sa femme. Et là, en l'occurrence, sa femme est atteinte d'un cancer. Tout ce qu'il y a autour ne va plus avoir d'importance. Parce que c'est ça qui peut paraître naïf, mais c'est mignon. C'est mignon dans la manière dont c'est représenté. Parce que plus rien ne va avoir d'importance. Les arts martiaux ne va plus avoir d'importance. Il va ignorer tous les défis justement donnés par Cheng Qingchi. Et son but, c'est de vraiment que sa femme, s'occuper de sa femme tout simplement. Cheng Qingchi qui va du coup provoquer qui va du coup devoir passer un test pour pouvoir être légitime à provoquer Ip Man en duel, comme on a vu dans le 2 où Ip Man provoque du coup il passe le test envers tous les autres maîtres chinois. Et lui, il ignore complètement son défi, il ignore complètement le défi de Cheng Qingchi, et lui, son but c'est de rester avec sa femme. Et là, il y a un troisième axe qui est important, c'est dans le sens où, ok, tu t'occupes de moi, mais t'as une destinée. T'es destiné à ces arts martiaux. Les arts martiaux, ça te colle à la peau. Tu peux pas fuir ton destin, tu peux pas aller à l'encontre de ce que tu es. Et c'est pour ça que du coup, on va donner à ce grand combat final à la fin. Mais tous les combats sont incroyables. C'est pour ça que j'aime Ip Man, parce que pour moi, c'est les meilleurs combats que j'ai vus. Il y a Mac Tyson qui est très bien, c'est très très bien filmé. La scène dans l'ascenseur, elle est incroyable. En plus, tu vas pas juste faire un montage surcuté, tu vas prendre le temps, les plans vont être longs, on aura le temps de vraiment laisser respirer les actions. On va même utiliser la hauteur de caméra avec des plans zénithales qu'on va retrouver du coup dans la scène finale entre du coup Cheng Qingchi et Donnie Yen, et du coup Ip Man. Une scène incroyable de virtuosité, les deux sont d'une virtuosité incroyable. Donc voilà pourquoi j'ai aimé Ip Man 3. Et par rapport à la problématique du coup, du coup j'ai plus répondu au début déjà, et surtout pour revenir à la problématique, c'est un film très naturaliste, mais du coup on peut se rapporter au fictionnel dans le sens où c'est très très chorégraphié, qui manque beaucoup moins de naturel, et justement par rapport à le côté poétique évoqué dans la première scène, voilà comment je pourrais répondre à la problématique en termes de fiction et de termes de du coup, l'intérêt du combat pour toi dans cette histoire, c'est justement de retourner la famille en fait. C'est que en fait, c'est pas ça qui est intéressant. Même si les combats, les arts martiaux sont magnifiques et tout, en fait, ce qui est intéressant, c'est juste de revenir à en fait, oui et non, dans le sens où ce qui est le plus intéressant, c'est de rester auprès de sa famille, auprès de ses siens. Mais par contre, Ip Man, c'est un grand maître. Il est né pour ça, il est né pour véhiculer cet art. Donc il ne peut pas fuir ce destin. Donc c'est pour ça que l'art martial va revenir, et finalement tout cet art va être déployé grâce à la virtuosité de Ip Man. Voilà. Ouais, donc un peu l'histoire du travailleur qui peut pas s'arrêter et retourner à sa famille, quoi.
Il peut pas s'arrêter. Ouais, voilà. Il peut pas s'arrêter parce qu'il doit retrouver sa famille. Mais même en retrouvant sa famille, et même sa famille veut le voir briller. C'est pour ça qu'il faut quand même qu'il se rende compte qu'il est fait pour ça. Et il faut pas qu'il fuit son destin et fuit vraiment ce qu'il aime. Ce pourquoi il est là, quoi. Ok. Ouais, puis pour aller plus loin aussi sur la problématique, la représentation du kung-fu, elle sert aussi à réaliser une sorte de métaphore de lutte contre l'envahisseur. Enfin, c'est principalement la scène de combat entre Mike Tyson qui représente l'Occident. Bon, c'est assez facile à dire, hein, mais je pense qu'il faut le dire. Donc Donnie Yen qui représente peut-être une certaine idée de la Chine et surtout de Hong Kong qui se fait envahir par l'Occident, comme tu le disais au début. Donc là, le kung-fu, il sert aussi à mettre ça en avant. Mais un petit peu à l'opposé du premier film, du coup, parce que là où Bruce Lee veut ouvrir le kung-fu à l'international... Il y a quand même une domination de l'Occidental, quand même, on le sent. Certes, mais du coup, son objectif à Bruce Lee, c'est que les autres pays s'intéressent au kung-fu, grâce à son film. Oui, mais je pense qu'ils veulent... Oui et non, dans le sens où, oui, son but, c'est quand même de l'ouvrir au pays, mais quand même, il est d'origine... après, je connais pas sa vie personnellement. Il est d'origine hongkongaise, il a quand même des origines chinoises, donc je pense que c'est quand même quelque chose dans sa famille qui a dû toucher, donc c'est pour ça peut-être qu'il en parle quand même. Ouais. Mais par contre, il tire pas que du mauvais, c'est-à-dire que tu as les mauvais occidentaux, mais tu as les bons étrangers, avec les Américains. Certes, il a tué Chuck Norris, mais il y a eu du respect à la fin. Ouais, et donc c'est pour ça. J'ai l'impression qu'on se dirige quelque part avec toutes nos analyses et j'ai l'impression qu'on va pas mal parler d'oppression. Beaucoup c'est le risque, hein. Ouais. On parle c'est intéressant. On parle de l'histoire de la Chine, qui est un pays aussi qui a souffert de la colonisation et de l'invasion, de l'occupation, etc. Donc, Hiro est très intéressant pour ce sujet-là. Tout à fait, mais j'allais y venir, Gauvin. Et bah voilà, on part sur Hiro de Zhang Yimou maintenant. Now, to make the wrong things right, he must take on the Empire's most ruthless assassins and reach the enemy he has sworn to defeat. Pendant la période des royaumes combattants, alors que la Chine est divisée en 7 régions qui se font constamment la guerre, le grand roi Qin rêve de conquérir tous les royaumes et d'asseoir sa puissance militaire. Un jour, un guerrier mystérieux, sans nom, interprété par Jet Li, pénètre le palais et annonce qu'il a tué les 3 plus puissants guerriers du royaume de Zhao et opposants du roi, L'âme brisée, Neige et Ciel, respectivement interprétés par Tony Leung, Maggie Cheung et Donnie Yen. Sans nom raconte les 3 meurtres au roi, ce dernier le récompense en or et lui accorde le droit de s'approcher de lui au fil des histoires. Mais le récit de Sans nom n'est peut-être pas si proche de la vérité. Héros, c'est un film sur lequel on s'est mis d'accord. Ouais, carrément. On s'est dit qu'il fallait l'inclure. C'est un film qu'on avait tous vu avant de préparer le podcast et qui nous a tous plus ou moins marqué de différentes manières. Mais Gauvin, je te laisse peut-être nous en parler un peu plus. Ouais, je peux commencer déjà. Pour moi, Hiro, c'est c'est le film qui m'a donné envie de m'intéresser au cinéma d'arts martiaux et au cinéma de kung-fu, parce que c'est là que je me suis rendu compte qu'on n'était pas dans le simple film humoristique comme j'avais pu voir quand j'étais gamin avec du Jackie Chan, mais vraiment des trucs très sérieux avec le combat et les arts martiaux qui servent un propos et pas à l'inverse. Pour moi, là où ce film sert totalement à la problématique, c'est que on est dans de la fiction totalement, niveau des combats, je veux dire, mais on est quand même dans une histoire à proprement parler réelle. En tout cas, on est basé sur des faits réels de ces empires qui se battent les uns les autres, d'un empire qui devient le plus grand empire et qui réussira à créer plus tard une unité en fait entre tous ces royaumes. Donc on est sur des faits réels entre guillemets, mais la fiction est encore plus présente dans le sens où on est sur une histoire racontée. Rien de ce qu'on voit n'est dans l'instant T, sauf bien sûr la discussion entre l'empereur et Sans nom. Donc en fait on a plusieurs parties à ce film qui se retranscrivent en fait par la distance qu'il y a entre Sans nom et l'empereur, et aussi dans la version qui est racontée de l'histoire passée. À chaque fois que l'histoire est re-racontée, on a différents combats qui se rapprochent de plus en plus de quelque chose de réaliste entre guillemets, puisque au départ quand on raconte les combats, on est sur des combats grandioses avec des cascades où on marche sur des lances qui tiennent en équilibre, on marche sur l'eau, on vole, mais ça c'est rien dans les arts martiaux, hein. Voler c'est un petit peu la base quoi.
Mais bon, on va dire marcher sur les nuages parce que ça fait plus asiatique. On est vraiment grandiose et magnifique parce que les chorégraphies sont super belles. Vraiment. Là, c'est la danse, là, c'est Ah vraiment ouais. de la Ouais, danse. c'est super Là, c'est beau. de l'art, vraiment Ouais, de l'art vraiment. martial, vraiment Ouais, au ouais. sens de l'art, quoi. Totalement. Et plus on avance, et en fait, plus les combats sont terre à terre, mais surtout dans le sens où ils sont inintéressants. Même s'ils sont très bien chorégraphiés, c'est plus sur ça qu'on va se pencher, mais vraiment sur l'intrigue principale qui en découle. Et notamment quand on a nos deux personnages donc, qui sont Nuage et Ciel, c'est ça? Qui sont les deux amoureux? Non, Neige et Ciel. Neige et Ciel. Ouais, ça, Neige et Ciel qui sont entre guillemets nos deux amoureux. Enfin, L'âme brisée et Neige. Parce que C'est L'âme brisée Ciel qui c'est est- Donnie Yen. Ah oui, c'est ça, ok. Ouais. Donc L'âme brisée, c'est Tony Leung et Neige, c'est Maggie Chung. Ok, et Voilà. du coup, qui sont les amoureux, etc. Donc c'est là où vraiment, je trouve qu'on se concentre de plus en plus sur l'intrigue. Et l'art martial disparaît quasiment quand on a l'apprenti de l'âme brisée qui fait elle aussi quelques combats, quelques petites cascdes et compagnie. Lune. Elle est... Voilà, ouais, ça devient léger en fait comparé à tout ce qu'on a pu voir avant. Et c'est à la toute fin, entre guillemets, où on a ce retour un peu à la fiction, mais qui, pour le coup, fait une marque brutale et qui nous stoppe dans notre émerveillement, on va dire. C'est le faux assassinat de l'empereur. Quand on a l'empereur qui jette sa lame à son nom et que son nom fait mine de l'assassiner. On est de nouveau sur de la cascade impressionnante, mais voilà, là on est coupé totalement par ce faux assassinat et l'intrigue en fait passe totalement sur le devant de la scène. Donc voilà pour moi l'intérêt de l'art martial dans ce film, donc, qui est totalement fictif mais ancré dans le réel au niveau du contexte politique. Si on veut rebondir sur ce qu'on a dit plus tôt, il est surtout là pour parler encore une fois d'oppression et la rébellion face au grand tout-puissant, mais qui au final dans ce film est apparemment bien intentionné. Bah là, on est moins sur un lien avec l'occupation occidentale. Là, Non, totalement, ouais. on est plus sur justement la dictature et les problèmes de la Chine avec la Chine, tout simplement. Et le roi représente pour moi vraiment ça, quoi. Ouais, Ça totalement. pourrait être Mao, comme ça pourrait être l'impérialisme vraiment il y a plusieurs siècles, quoi. Ça peut être interprété de plein de manières. Mais ouais, moi, c'est un film que j'adore. Héros, je trouve ça super. Enfin, c'est un film de Zhang Yimou, et Zhang Yimou, c'est un réalisateur. Je pense, en termes de cinéma chinois, c'est peut-être un de mes réalisateurs préférés. Oh, wow. Il a fait d'autres films. C'est lui le secret des poignards volants? C'est lui, le secret des poignards volants. Forcément. Que j'ai vu quand j'étais petite aussi. Voilà. Incroyable. C'est vraiment super. Avec des acteurs un peu similaires, je crois. Il y a Zhang Ziyi aussi qui joue Lune dans Héros, qui joue aussi dans le secret des poignards volants, qui joue une femme aveugle et extrêmement talentueuse en termes d'arts martiaux aussi. Enfin, là, on est aussi sur quelque chose d'assez légendaire, mais Zhang Ziyi, on va en reparler après dans Tigre et Dragon, mais c'est une actrice très très importante dans l'histoire du cinéma d'arts martiaux chinois et qui s'est après exportée dans Hollywood, tout simplement, qui a une carrière Hollywood comme tous les autres. Donnie Yen aussi, une carrière Hollywood. Et Bruce Lee, et Michelle Yeoh et Jet Li, ils ont tous. C'est pour ça aussi que je précisais au début qu'on parle de films auxquels on a accès, c'est que là, on est sur des acteurs internationaux et plus simplement tous les chinois. grands, là, je crois. Ah ouais, mais là, on les a tous. Et on n'a pas encore parlé de Jackie Chan, tout ça, mais enfin voilà, du très beau monde. Et là, dans Héros, on a du très très beau monde. C'est aussi pour ça que j'aime ce film. C'est le casting qui est incroyable. Ah ouais, incroyable. Bon, moi, j'ai aucun lien particulier avec Jet Li, qui est pas un acteur que je. Génial. Il est incroyable. Je l'aime beaucoup dans ce film-là, mais je crois pas avoir vu beaucoup d'autres films avec Jet Li. Donc, Ouais, j'en ai vu quelques-uns, mais Ouais. là-dedans, il est incroyable. Genre, Ah ouais, non, il est le très charisme qui dégage, c'est une dinguerie. Mais moi, j'ai plus de liens avec notamment Tony Leung et Maggie Chung, qui sont les deux acteurs principaux de In the Mood for Love, le Qui est plus grand film de tous les temps, à mon avis, qui est mon film préféré, je crois. qui est mon film préféré. Ouais. Et donc revoir Maggie Chung et Tony Leung en tant que couple dans un film, ça me donne envie de le voir, quoi, tout simplement. Et puis Zhang Ziyi, qui est incroyable, qui est d'une beauté. Cette actrice, elle est très très belle, elle est très très talentueuse. Mais elle est plus marquante, je trouve, dans Tigre et Dragon, mais on en reviendra. Et Héros, je trouve ça intéressant pour répondre peut-être un peu plus à la problématique, c'est le mélange des arts dans ce film qui rend du coup le côté peut-être un peu plus fantasmé que les films précédents dont on a parlé, Ip Man ou La Furie du Dragon, on est totalement. plus terre à terre. Naturaliste, ouais. Et Héros, tout est art dans ce film. L'image est d'une beauté. La couleur, le jeu de couleurs. Ouais, c'est ce que je voulais parler tout à l'heure, c'est magnifique. Dorian, peut-être t'as un petit peu étudié. Alors je l'ai pas étudié, mais ce qui m'a le plus intrigué, c'est les couleurs, le jeu sur les couleurs. Et le fictionnel aussi se joue dans l'art martial. Là, c'est vraiment, comme tu l'as dit, c'est de l'art. Visuellement, c'est de l'art. C'est-à-dire on a vraiment cette
on jongle entre confondre les personnages avec le décor ou les contraster avec le décor à chaque fois. Mais par exemple, totalement. on a ce bleu, ce rouge, ce vert, où tout le cadre prend cette couleur. Donc c'est C'est magnifique. fantasmé. en C'est fait. fantasmé et tu te rends compte justement que l'art martial, du coup, c'est comme des entités, c'est comme des entités fantasmagoriques et même dans l'utilisation du sang aussi. Je sais pas si vous avez remarqué. sang Ouais, j'ai Ouais. remarqué. Comment dire, les combattants, les guerriers, quand ils se touchent, quand ils se touchent ou quand ils se poignardent à un moment donné, il y a aucune goutte de sang. Bon, Ouais. après, Ah ouais, c'est j'ai expliqué, pas fait c'est gaffe. expliqué avec Jet Li parce que Jet Li il a une manière de mettre le coup du coup qui permet de ne pas toucher les organes et Oui. du coup de pas saigner. Mais c'est intéressant de voir ça parce que on voit que les guerriers n'ont pas de sang, comme s'ils étaient, on pouvait pas les toucher. Et à côté, quand il y a le combat avec le roi, du coup, on voit, il y a même un gros plan, je crois, il me semble, sur vraiment, on le voit saigner. Comme on se rend compte que du coup, le réel, c'est c'est toute l'armée. Et justement, on a aussi ce contraste encore avec les couleurs parce que il est en tenue noire, l'armée est sombre. Et à côté, tu as vraiment le contraste avec les guerriers qui sont colorés, très colorés. Donc tu as vraiment cette dualité entre vraiment le réalisme et le fictionnel. Donc C'est c'est très pour, intéressant, à je ton trouve. avis, c'est pour contraster dans le sens où quand l'histoire est racontée par sans nom, on voit pas de sang pour garder peut-être une sorte de doute de ce qu'il y a Peut-être. vraiment eu mort ou pas. Peut-être, mais moi je pense que c'est juste aussi simple que ça, c'est que vu qu'ils sont colorés, c'est du fictionnel, et quand ils sont vraiment terre à terre Ouais, sombre, ouais. c'est du naturel. Ouais, bah après, c'est le fait que ce soit une histoire racontée aussi. Enfin, tout Ouais. bêtement, Mhm. le fait Bah, que c'est ce un récit, soit- c'est un récit. C'est un récit qui Ah, on est du sur du corps, conte, qui est hein, sur presque, du hein. mensonge. Ouais, totalement. Donc, Et c'est du conte, de la légende, on est un peu sur une espèce de truc mythologique, mais c'est pour ça, Ouais. encore une fois, que tous les arts se mélangent à la fois visuellement, l'art, là, en termes de cinéma, on est quand même là-dedans, quoi, et puis en termes de... C'est très bien cadré, très Et bien c'est cadré, très bien réalisé. bien cadré. très Tu bien vois, tout réalisé. ce que je reprochais à La Furie du Dragon, là, Bon, là je peux pas le ok, là, reprocher en à termes de Hero. réalisation, On est c'est pas pas au même c'est pas le même niveau. On est- là. non, c'est pas le même niveau, et c'est pas... C'est pas la même intention aussi. Ça sert pas le kung-fu de la même manière, et enfin là, les combats sont quand même vachement bien filmés, vachement bien Bon, bah, ils cadrés. sont incroyables, ils sont C'est- incroyables. Ouais, c'est incroyable. Et on n'a pas parlé encore une fois de calligraphie. Ouais, mais je verrais bien aborder ça au moment de Railroad Ok. Tigers, du coup. D'accord. Parce que voilà, encore une fois, là, en termes d'art, on a aussi l'art de la calligraphie qui est quand même très très important dans Hero, mais on va en reparler. Et puis bah, peut-être Et qu'on qu'on peut... a aussi dans Tigre et Dragon, si je me trompe pas. Oui. Ouais, Secret Dragon aussi. Dans un pays aux splendeurs millénaires et à l'infini mystère, une légende est née. Celle d'un maître, de la femme qu'il aime, d'un brigand téméraire et d'une princesse dont le destin est de devenir une guerrière. Dans la Chine du début du XVIIIe siècle, Li Mubai, virtuose des arts martiaux et l'as des combats, décide de confier Destinée, son épée légendaire, à Shu Lien, interprétée par Michelle Yeoh, une amie de longue date. Celle-ci doit remettre la fameuse épée au seigneur Te, à la résidence duquel elle fait la connaissance de Jiao Long, ou Jen, fille du gouverneur Yu, victime d'un mariage arrangé. Jen fera tout pour mener une vie aussi libre que Shu Lien. Une fois la nuit tombée, un habile voleur parvient à dérober l'épée malgré tous les efforts de Shu Lien pour l'arrêter. Shu Lien et Li Mubai apprennent ensuite que Jade Layen, meurtrière du maître de Li Mubai, se trouve à Pékin. Shu Lien soupçonne que le voleur n'est autre que Jen et confirme ses doutes en testant les capacités de la jeune femme. Alors Tigre et Dragon, c'est moi qui l'ai choisi. Quand on a commencé à parler de cet épisode sur le kung-fu, bon, j'ai quand même pas mal hésité parce qu'il y a plein d'autres sous-genres de films d'arts martiaux que j'aime beaucoup, et j'avais hésité à parler de Crazy Kung Fu, qui n'a Ouais. rien à voir. Mais très sympa. Mais très Mais sympa. pour le coup, on n'aurait peut-être pas pu parler d'oppression. Non, on n'aurait peut-être pas pu remettre ça dans un contexte politique aussi précis que pour tous les autres films. Ouais. Mais on n'a pas forcément fait exprès. Hein, mais bon, après, on n'a pas fini. Peut-être que pour... ouais, non, pour Hero Bah, si, Tigers, carrément. ça me semble assez clair aussi. On verra ça après. Mais ouais, non, Crazy Kung Fu, c'est une comédie, mais je sais pas si en termes de comédie, ça aurait été moins facile à relier avec la problématique. Mais en tout cas, Tigre et Dragon, c'est un film que j'ai vu très tôt aussi, quand j'étais petite, un peu en même temps que Le Secret des Poignards Volants. Pourtant, Et, tellement mieux le secret des poignards volants, mais et- bon, je dirais rien. Ah, je sais pas. J'ai pas vu, moi, il est bien. Ouais, il est bien. Ok. Il est vachement bien, mais ça n'a rien à voir. Mais c'est très très bien aussi. Mais Tigre et Dragon, j'en avais aucun souvenir, donc je suis même pas sûre de l'avoir vu en entier la première fois que je l'ai vu. Mais peu importe, c'est un film que je trouve hyper important dans notre corpus, parce que là, on met vraiment les femmes au centre du film, et tous les
tous les sujets tournent autour des femmes et d'une forme de féminisme quand même, parce que pour moi le film parle avant tout de volonté d'indépendance, d'émancipation, de liberté L'oppression féminine. des hommes cette fois. Oui, Les arts peut-être. martiaux servent Peut-être bien. Pas que des hommes, hein. L'oppression Non. générale Sur la femme, mais sur la femme. l'oppression- Mais l'oppression, elle des est traditions, des traditions, mais elle vient aussi des beaucoup des devoirs, femmes. du mariage, tout ça. Ah ouais, c'est Ouais. vrai. Ouais, ouais. Mais c'est un film qui est hyper bien pour ça et qui met vraiment en avant les femmes. Bon, autant que Cho Yong-fat, je crois qu'il s'appelle l'acteur qui interprète Lee Mu-bai. Mais c'est hyper bien pour ça, quoi. Donc on est sur une relation un peu maître-disciple, un peu implicite entre les personnages de Michelle Yeoh et de Zhang Ziyi. Donc encore une fois, deux très grandes actrices de cinéma de kung-fu, il faut qu'on les mette au même plan que les autres acteurs de notre corpus, quoi, parce qu'elles sont très très marquantes. Et donc voilà, quoi, moi, c'est un film qui me plaît beaucoup pour ça et beaucoup pour la manière dont sont filmés les combats. Enfin, là, moi je trouve que parmi les 5 films qu'on a, les plus beaux combats, à mon sens, c'est ceux de Tigre et Dragon. Ah ouais. Ah ouais. Ils sont incroyables. Ils sont C'est spectaculaires. Celui dans la sorte de taverne là où t'as la bande de mercenaires qui est envoyée pour. Celle que j'ai le plus. Moi, elle m'a ouais, marqué. attends, ouais. Franchement, je la trouve très cool. Ah, mais entre Michelle Yeoh et Zhang Ziyi. Ouais, oh là là. celle-là, ouais, elle est bien aussi. Mais ils sont. Ou celle entre Zhang Ziyi et Cho Yong-fat là dans les espèces de bambous là. Je sais pas comment ils ont filmé ça. Là, on est plus dans du héros là. Ouais. Totalement. Ouais. Ah, le combat dans les bambous, je l'avais oublié. Ah, mais là, les combats sont incroyables. Sont vraiment magnifiques. Et alors, pour répondre à la problématique, là, on est clairement sur du fantasme. Hein. Là, on est clairement sur quelque chose de totalement imaginaire. Déjà, et, depuis quand une femme tient une épée? Alors. Non, bien sûr, c'est une blague. Mais voilà, là, on appuie vraiment le côté surréaliste dans la manière dont les personnages volent, déjà, tout simplement, ce qui est quand même très étonnant au début. Hein. On s'y habitue vite, mais c'est très étonnant de les voir voler et sauter sur les toits comme ça. Mais ça, c'est. Surtout quand ils se suicident à la fin. Quand ils se suicident à la fin. Quand elle se met à plonger depuis la rambarde et que tu sais pas si elle va voler ou pas en fait. Ouais. Très sympa, cette tu scène. perds un peu la notion de qu'est-ce qui est fuite et qu'est-ce qui est vie. Enfin, C'était très très beau comme ça. Ouais. Et alors, à quoi sert la représentation du kung-fu dans le film? Là, on est sur quelque chose. Là, ça se passe au XVIIIe siècle. Donc, est-ce qu'on est sur une forme d'oppression? Non. À ce moment-là, en tout cas, oppression extérieure, non, pas encore. Non, c'est pour ça que parler de la femme, c'est là où c'est intéressant. Donc, ouais, ça parle sans doute plus à ce moment-là de l'histoire, d'autant plus, quoi, du mariage arrangé, de qu'est-ce que c'est que d'être une femme dans une famille noble et d'avoir des devoirs et c'est réalisé totalement par un homme ou une femme, ce film? Par un homme, par Ang Lee, ouais. Bon, après, c'est une personne qui est très engagée parce que c'est lui qui a fait The Brokeback Mountain aussi. Mais oui, donc c'est pour ça, vrai. C'est pour ça que c'est une personne très très engagée. Mais c'est là où c'est intéressant, en fait, il y a totalement un parallèle. Bien sûr. Mais grave. Ah putain, j'avais pas pensé à ça, mais oui. Mais ouais, voilà, c'est. Où est-ce qu'on en était? C'est très très bref ce que tu viens de dire en fait sur ce film-là, mais je pense qu'il y a vraiment une analyse à faire. Pas sur là, le féminisme, tu veux dire? Ouais, totalement, parce que je regarderais bien le film une deuxième fois en me penchant sur le côté où vraiment c'est engagé et peut-être même que le message passe encore en 2020. 2024. Ah oui, je pense qu'on est vraiment sur quelque chose notamment qui est ultra d'actualité. En Chine, c'est toujours pas si simple d'être une femme. En Asie en général et en Chine, c'est pas évident. Donc la place des femmes dans le kung-fu et dans les films d'arts martiaux en Chine, c'est toujours quelque chose de questionnable. Hein. Mais du coup, justement, parler de kung-fu, qui est un truc un peu traditionnel asiatique, dans un film qui très viril aussi, La Furie du Dragon, on est là-dedans. C'est justement, du coup, par rapport à la scène que tu viens d'évoquer, quand dans la taverne, on a une sorte d'aversion. En général, on voit toujours c'est l'homme qui se bat contre tout le monde. Là, c'est la femme qui se bat contre tout le monde. Et très belle scène. Et très belle scène. Mais justement, je pense que la fiction et la réalité, je sais pas comment on peut le juger, mais il me semble qu'à un moment donné, au début, Michelle Yeoh est un peu comparée comme une personnage de roman, il me semble. Il y avait un truc comme ça. Et comme Zhang Ziyi essayait il y avait une sorte d'admiration envers elle. Parce qu'elle a été justement sous l'oppression et tout. Totalement. Et comme si par exemple, le fait de faire les arts martiaux, c'est comme le fait de s'affranchir de cette oppression sociale. Et c'est comme un rêve, genre de devenir une personne qui ne rentre pas dans le moule de la société. Donc malheureusement fictionnel. Ça devrait pas l'être, mais bon, c'est comme ça peut-être que ça a été présenté. Et que du coup, le réalisme, c'est de revenir justement à la réalité d'une femme qui doit, malheureusement à cause de la pression sociale, s'engager à un mariage de manière traditionnelle. Parce qu'évidemment, c'est une personne qui est anti-traditionnalisme, qui vraiment se moque du traditionnel.
Et c'est pour ça que c'est très intéressant justement de voir cette femme qui est forte et qui du coup qui se bat contre tous ces hommes et qui les met minables, genre vraiment. Ouais, et qui doit aussi se déguiser en homme d'une certaine Bien manière sûr. pour passer, enfin Bien sûr. pour être respectée, écoutée, pour qu'on veuille bien aussi se battre contre elle et pour qu'elle puisse progresser. En fait, j'ai l'impression, alors peut-être que je vais un peu trop loin, mais j'ai l'impression de voir l'histoire de Mulan à l'envers. Donc Oui, l'histoire un peu de ça, traditionnelle, ouais. hein, je parle de Mulan en mode elle qui se fait passer pour un homme, qui sauve le monde, qui devient une super guerrière et qui au final est mariée de force à l'empereur, alors que là on est sur un mariage forcé qui amène à la fuite de cette femme et qui la fait devenir un homme entre guillemets. Après, j'aime bien aussi le côté où Destinée, ça fait un peu épée magique, dans le sens où on a l'impression que c'est elle qui donne ses pouvoirs à notre héroïne, alors que notre deuxième femme guerrière n'a rien de magique et qui pourtant est encore plus forte. Je trouve qu'il y a le côté féministe où voilà, t'as cette femme qui cherche la facilité pour s'échapper du quotidien et des traditions, l'autre qui n'a pas besoin de ça pour être incroyable, qui est juste avec son expérience et son travail sur elle-même et sur ses arts martiaux a réussi à dominer ça. Mais les deux, finalement, d'une certaine manière, sont aussi les plus puissantes de tous les combattants, parce qu'elles n'ont pas pu s'entraîner avec Wu-Tang. Parce que Wu-Tang ne prend pas de femmes comme disciple, comme Jade Lion, du coup, la méchante le dit à un moment. Elle dit ton maître, elle parle à Limubai, j'ai noté ce moment-là où elle dit ton maître méprisait les femmes, il me voyait dans sa couche et pas comme disciple. Donc tous les hommes qui sont très puissants, voilà, comme Limubai par exemple, hein, mais lui il est plutôt c'est un personnage qui est plutôt représenté comme féministe et comme respectueux des femmes et comme il a envie de prendre justement comme disciple Jen, donc c'est pas le problème, mais ouais, Michelle Yeoh et Zhang Zi, leurs personnages, n'ont pas pu s'entraîner avec l'homme le plus puissant du monde. Donc qu'est-ce que ça aurait été si elles avaient... oui, de ouf, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Donc elles ont eu besoin de personne pour être là où elles en sont, donc c'est vraiment les personnages les plus... Et encore moins d'un homme. Donc c'est important de souligner ça. Voilà, est-ce qu'il y a autre chose que vous voudriez ajouter pour moi, c'est sur... tout bon. Je crois qu'on a répondu à la problématique. Bon, on va pouvoir passer au film le plus récent de notre sélection. Oui. Donc 2016, Railroad Tigers de Ding Cheng. En pleine guerre sino-japonaise, une bande de résistants menée par Mai Wan, Jackie Chan, résiste à l'envahisseur japonais en prenant pour cible les trains. Railroad Tigers, c'est un film que tu as choisi, Gauvin, et avec lequel on a beaucoup discuté en off. Oui. Parce que Dorian et moi, on n'a pas compris le rapport entre le film et le kung-fu, étant donné que ça n'est pas du tout un film de kung-fu. C'est un film chinois, d'action, mais pas de kung-fu. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, pour moi, c'était très intéressant, déjà dans le fait que ce soit un film avec comme acteur principal Jackie Chan et même son fils. Ouais, il y avait son fils qui joue. Qui joue un personnage qui est assez important dans l'histoire. Et donc Jackie Chan, un peu à la manière d'un Bruce Lee plus contemporain, et un peu le chinois américain, quoi. On est sur un acteur qui a tourné énormément aux États-Unis, qui a même créé son propre style, pour ne pas dire son propre kung-fu, avec un nouveau burlesque, un nouveau type de comédie avec des cascades inspirées de nos... C'est marrant, c'est la deuxième fois qu'on parle de burlesque, il y a peut-être quelque chose à dire. Oui, totalement, parce qu'en fait, le principe du burlesque, ça va être, et même le rocambolesque, ça va être d'avoir un personnage qui n'est pas à sa place, ou alors d'avoir un univers avec une tare. Donc ça peut être par exemple comme dans les films de Tati avec ce personnage grand dadais perdu au milieu de la foule, ou avec Mr Bean par exemple, avec on est dans un monde très réel et pourtant tout ce qu'il touche devient presque fictif, devient incroyable. Avec des cascades qui partent en effet boule de neige et qui deviennent de plus en plus grandes. On retrouve beaucoup ça aussi dans le cinéma français, même actuel. Hein. Enfin, on retrouve ça dans des films avec Daddy Boone énormément, où ça part de plus en plus loin. Jackie Chan, lui, il a vraiment réussi à mélanger dans son cinéma le kung-fu, donc c'est-à-dire la manière de filmer le kung-fu comme on peut retrouver dans Hero ou dans Tigre et Dragon, avec des cascades qui partent dans tous les sens, avec l'humour occidental qui touche tout le monde, ça fait rire les enfants, les adultes trouvent ça un peu kitsch, mais ça passe, c'est un film familial, c'est sympa. Sauf que là, on est sur un film qui est assez sombre dans son message.
Donc on est sur l'oppression pendant la Seconde Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale. Du coup, avec les Japonais qui occupent la Chine, et on suit une bande de cheminots et tout ce qui tourne autour des cheminots. Donc on a même les petites boutiques avoisinantes, donc on a des vendeurs, des choses comme ça, qui se retrouvent à mener une révolte. Ce qui pourrait s'apparenter en France, en fait, niveau parallèle humour et action, à un film style La folle histoire de Max et Léon. Mais pourtant, là, on n'est vraiment pas sur le même niveau d'humour. On a un humour plus discret que dans ces films full comédie à la française. Pour moi, là où le kung-fu est super intéressant dans ce film, c'est que déjà, on a, comme je disais, ce Jackie Chan qui a créé son nouveau style de cinéma. Et on a, comme du coup on l'a vite fait aborder, mais que je voulais y revenir justement pendant Railroad Tigers, dans Tigre et Dragon et dans Hero, la calligraphie et tout ce qui va être art de manière générale, comme tu le disais Nina, donc avec l'art du cinéma aussi. Le kung-fu, ça s'applique partout. Tu avais même vérifié la définition sur Wikipédia disant que le kung-fu c'était la maîtrise de quelque chose. Ouais. Voilà, Kung-fu, alors kung, attends, juste pour être Ouais, tout vas-y. à fait exact. Kung, ça veut dire maîtrise ou perfectionnement, et fu, ça veut dire technique. Donc c'est juste Oui. littéralement maîtriser Maîtrise une de la technique. Oui, bah enfin fou, tu peux le mettre après n'importe quoi pour dire que c'est la technique. Genre un sifu, c'est un maître de la technique, tu vois. Ok. Voilà, donc ce genre de choses là. Donc du coup, on est sur la maîtrise, et la maîtrise, on la retrouve dans la calligraphie dans ces films-là, et en fait, on peut la retrouver n'importe où. Là où on peut la retrouver, notamment dans Railroad Tigers, ça va être dans des sauts, des cabrioles, des cascades de manière générale, qui vont être faites avec des câbles, faites avec un petit peu de VFX, faites avec un petit peu de tout ça, qui rend le tout grandiose. Ou avec des combats à la con, style quand on a Jackie Chan qui se bat avec sa pipe comme arme et qui arrive à bloquer tous les coups de son adversaire alors que t'as l'impression qu'il est en train de bailler avec son autre main. Enfin, c'est vraiment... on est sur la façon de voir le combat et de voir la cascade comme dans les films de kung-fu chinois. Cela dit, alors comme dans les films de kung-fu, pardon, je rattrape, hein, comme dans les films de kung-fu style Hero, Tigre et Dragon, pas comme ceux style Bruce Lee, donc Fureur de Dragon, Ip Man et compagnie. Donc après, vous n'avez pas été d'accord sur le principe de Kung Fu parce qu'au départ déjà il n'y avait pas beaucoup de combats, parce qu'on n'est pas forcément sur un film avec L'action, mais pas des combats. Ouais. Voilà, il n'y a pas forcément beaucoup Bah, de le truc, combats. c'est surtout qu'on a un nombre très restreint de films à choisir en fonction des thèmes, donc c'est vrai que c'est étonnant que dans la sélection, il y a un film où le kung-fu n'est absolument pas le centre du récit, que les personnages se battent pas Ouais. avec de la boxe chinoise ou avec un autre type d'art martial chinois. Après, je me sentais obligé de mettre un contre-pied dans le sens où... Mais c'est intéressant ouais, de mettre un film un peu inattendu aussi dans la liste. C'est aussi pour ça qu'on t'appelle l'imprévisible du 7e œil, Ouais. finalement. Bah, en fait, pour moi, c'est important de montrer que le kung-fu, au-delà d'un simple art martial, il est une doctrine, il est une manière de voir les choses, une manière de penser, une manière de même de faire quoi que ce soit, une manière de faire le cinéma, une manière... Comme Jackie Chan là, dans ce film-là, il l'a aussi dans des films qui ne parlent pas du tout de kung-fu, comme Le Tour du Monde en 80 jours. Où vraiment on a ce personnage qui est le seul asiatique de la bande qui fait de la cascade asiatique parce qu'il est asiatique et qui du coup rend le truc vraiment grandiose quoi. En fait on a des cascades de fou alors qu'on n'est pas sur un film de kung-fu et notamment même si j'aime énormément ces films là, je trouve que l'endroit où Jackie Chan est le moins à sa place c'est les films Kung Fu Panda où ça a beau parler de kung-fu, ça a beau parler de combat kung-fu, Jackie Chan ne fait pas du Jackie Chan comme on a l'habitude de le voir. Je trouve ça assez décevant vis-à-vis de ça. Après, c'est pas le personnage central, bien sûr. Donc là, ton propos, c'est aussi dire que le kung-fu est tellement impliqué et ancré dans la culture chinoise et hongkongaise qu'on le retrouve dans énormément de cinéma, enfin de films d'action chinois et hongkongais. Ouais, et on a ce petit parallèle avec le fait que Jackie Chan, du coup, soit un acteur quasiment américain, quoi. Ouais. Et ils le sont tous devenus. Hein. Ouais, bien sûr, mais Jackie Chan a vraiment ce truc. Pour moi, il est commercial de ouf. Il a quand même mis son dessin animé, quoi. Ouais. Donc pour moi, Jackie Chan, alors c'est pas du tout négatif ce que je dis, hein. Moi j'adore, c'est un de mes acteurs préférés, vraiment je le trouve incroyable. Après, sa qualité d'acteur, il se joue lui-même. Ouais. Voilà, donc c'est un... qualité martiale et surtout son style qu'il impose qui est intéressant. C'est ça, en fait il est tellement à part et pour moi il a réussi à rendre le kung-fu réellement humoristique. Et cela dit, sans faire de combat à proprement parler. Voilà. D'accord. Mais Okay. alors, comment tu réponds à la problématique ? Alors pour la problématique, pour moi, donc là on est sur quelque chose qui est pas si fictionnel que ça. Alors parce qu'en fait je trouve que j'arrive à mettre les cascades à part dans ce film, j'arrive à me les mettre de côté et me dire que
elles sont juste là pour l'esthétique et pour le message de c'est moi, c'est Jackie Chan, mais que dans le récit, elles apportent rien. En fait, et c'est pas négatif non plus, voilà, c'est la volonté de ne rien apporter au récit avec ces cascades, parce que il veut raconter quelque chose qui est assez dur, assez lourd. Du coup, Jackie Chan et le réalisateur du coup, ont voulu apporter une touche de légèreté, que ce soit dans quelques blagues par-ci par-là, et grâce à ces cascades qui ajoutent un truc un peu fictif sur quelque chose qui est très dur de base. Parce qu'on aurait mis ça dans un contexte style comment dire, j'allais dire Révolution française, mais c'est pas le cas. Donc, résistance française de la Seconde Guerre mondiale, on aurait trouvé ça super dur à voir. Là, on est sur quelque chose d'assez léger grâce à ça. Donc, pour moi, j'arrive à les mettre à part. Donc, ce film reste réaliste à mon sens, malgré ça. Et le kung-fu, pour moi, sert à alléger tout ça. D'accord. Ok. Mais encore une fois, on est sur un film qui traite carrément de l'oppression. Et du coup, le maître japonais, enfin non, du coup, le chef japonais, c'est Ouais. marrant parce que c'est le même dans Ip Man 1 pendant la guerre sino-chinoise. Ah ouais. Il me semble que c'est le même acteur. Ah, c'est intéressant. Sino-japonaise, du coup. Ouais, sino-japonaise, pardon. Oui. Ok, ah ouais, marrant. c'est fou. Enfin, c'est marrant. Le monde est Pas petit, forcément marrant, on va pas faire ça. Le monde est petit ou c'est volontaire? peut-être. Parce que tu te dis, ce gars-là, il a joué ce rôle-là. Bah là, on Mais va vraiment. refaire le même Il personnage. a vraiment ouais. la tête du méchant japonais. quand Bah, même, c'est comme aussi. Donnie Yen qui joue vraiment un aveugle dans 2 films d'Hollywood. Ouais, Ouais. John Dans Rogue Wick One et dans Rogue John One. Wick, ouais. Ouais, Et bah- moi, pour arriver sur une petite conclusion, si vous voulez bien, je pense que on peut parler du fait que le kung-fu, grâce à ces 10 000 variations possibles, a aussi 10 000 manières de se représenter au cinéma. Parce que on l'a vu, il peut être très terre à terre comme dans La Fureur du Dragon ou dans Hitman, Ou très poétique surtout. ou très poétique. Oui, bah en fait, tu peux Poétique et politique. tu peux être Ouais. politique, tu peux être poétique, tu peux être naturel, mais tu peux être tout ça à la fois. Et c'est intéressant de parler aussi du coup de Bruce Lee et de Jackie Chan dans le sens où ils ont créé quelque chose vraiment de très personnel, de manière très différente, hein, encore une fois, et que le kung-fu se représente pas que dans le combat. Je trouvais ça intéressant de le montrer et dans Railroad Tigers et dans Hero carrément. Tigre et Dragon c'est plus subtil, mais Hero c'est totalement montré avec le célèbre mot de l'épée, c'est ça? C'était épée qui devait écrire. Oui, c'est ça. Ouais. Donc qui est pour moi la métaphore ultime de ce qu'est le kung-fu, quoi. Et que l'empereur comprend seulement à la fin de qu'est-ce que ça veut dire épée, en fait. Voilà, donc là où je voulais arriver avec cette problématique, moi, et vous allez me dire si vous pensez la même chose, c'est que le kung-fu dans le cinéma, il est clairement pas arrivé à la fin de son histoire, parce que même si c'est un style très niche, c'est un style qui peut se varier dans tous les genres. Ah, c'est pas fini, le kung-fu. Ça s'est quand même pas mal exporté depuis les années 60. Aujourd'hui, tout le monde connaît le cinéma de kung-fu. Tout le monde, Ah, je suis en pas tout cas, d'accord, tout le monde hein. connaît le sport via le cinéma de kung-fu. Enfin, Le sport est connu, mais alors je peux demander partout à tous mes potes, il y en a très peu qui ont vu au moins un film de kung-fu. Ou traitant du kung-fu ou quoi que ce soit. À part Kung Fu Panda, quoi. Mais bon, on n'est pas sur des films asiatiques. ouais. Franchement. Ah, mais j'irais pas jusqu'à dire que c'est niche non plus. Enfin, si tu t'intéresses au cinéma asiatique. Ouais, mais si tu t'intéresses Ouais, au cinéma asiatique. Enfin, si tu t'intéresses au cinéma tout court, je pense Non, que franchement pas. tu t'intéresses quand même. Enfin, tu t'intéresses pas forcément, mais tu connais le cinéma de kung-fu. C'est comme le western aujourd'hui. Le western, c'est un genre. C'est un genre qui est mort. Alors, maintenant. Ah oui, c'est un genre qui est mort, je sais pas. hein, Bah, mais- Ennio Morricone est mort, c'est tout. D'accord. Ah, il est le mort, West- non, enfin, mais il c'est y en a comme- plus. Il y a plus c'est de comme, films. enfin, en fait, c'est surtout un genre assez générationnel et on fait beaucoup moins de western aujourd'hui. Et donc, enfin voilà, quand on demande à nos proches, en tout cas aux gens de nos âges, s'ils ont vu des westerns, effectivement, il y a peu de gens qui en ont vu, mais Bah oui. c'est pas de niche pour autant. Bah, pour Ça moi, fait partie de l'histoire du cinéma, c'est quand même Oui, ça, hyper oui. important. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais pour moi, tu peux aller au cinéma toute ta vie sans jamais voir un film de Kung Fu. Ouais, bon, en fait, moi j'ai juste un problème avec le mot niche, c'est surtout ça. Après, D'accord, voilà. si tu veux. Oui, on n'a Mais, pas vu énormément de films de kung-fu pour autant, mais voilà, c'est pas. Enfin, tout ça pour dire que du coup, c'est un genre, et plus qu'un genre, une manière de faire, même une manière de voir plutôt le cinéma, qui peut encore aller très très loin, alors que pourtant, à mes yeux, on est sur un genre qui se regarde pas trop ici. Voilà, et En même que- temps qu'on voit comment dire, par motif hein, dans plein de films américains. Enfin, Ah John oui. Wick, pour le coup, John Donnie Wick, Yen, il fait du totalement, kung-fu. ouais. Hein, tu vois, on voit, Ouais, de ouf. on voit pas forcément des films de kung-fu, mais on voit du kung-fu dans des films. Ouais, ok, ouais. Si on s'intéresse au cinéma américain d'action, on voit du kung-fu aussi. Bah après, la plupart des chorégraphies, même qui ne sont pas des chorégraphies de kung-fu dans le cinéma américain, sont chorégraphiées par des mecs qui font du kung-fu. Ouais. C'est souvent on voit les mêmes asiatiques, les mêmes noms asiatiques qui ressortent dans les chorégraphies de films qui ne sont pas du tout des films de Ah, kung-fu. c'est marrant.
mais où on a de la cascade, genre, comme tu as cité John Wick, voilà. Même dans certains films Marvel, il y a ça, quoi. C'est fou. Tu te dis, ils sont là parce que c'est les meilleurs chorégraphes, en fait. Ouais. Ils transmettent leur art dans n'importe quel occident. Et peut-être c'est comme Bruce Lee a réussi. Genre, ils réussissent à mondialiser un peu leur art dans tous les autres genres de cinéma. Bruce Lee a Bruce Lee a lancé le mouvement. C'est grâce à lui, finalement. Donc, il a rempli sa mission, un peu, on peut dire. Ouais, totalement. Même si, bon, je dois admettre que Jackie Chan, pour moi, il a sauvé aussi les meubles. Parce que, c'est pas la même époque il est plus non plus. contemporain. Non, bien sûr, mais Jackie pour moi, Jackie Chan a réussi à ouvrir aussi le kung-fu aux enfants. Alors que Bruce Lee, pas du tout. On était vraiment sur Bruce Lee, c'est plus ouvert le kung-fu dans un point de vue plus général, on va dire. Ouais. Et je trouve que c'est... Étant donné qu'aujourd'hui, le cinéma est majoritairement fait pour les enfants, enfin, le cinéma blockbuster est majoritairement fait pour les enfants parce qu'il faut que ça vende. Et qu'est-ce qui vend mieux qu'un parent qui emmène son enfant à l'école, quoi. Au cinéma, pas à l'école. L'école de la vie. Du coup, il a fallu, parce qu'encore une fois, ce côté commercial très américain, très occidental, il a fallu ouvrir le kung-fu au porte-monnaie, en fait. L'ouvrir à des gens qui ont les moyens d'aller au cinéma et de voir des films. Donc pour moi, Jackie Chan a sauvé le truc parce que s'il n'avait pas été là, on n'aurait pas pu aujourd'hui avoir autant de films en Europe et en Occident de Kung Fu. Peut-être beaucoup moins traduits, déjà qu'il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Peut-être beaucoup moins traduits dans nos pays. Oui, tout à fait. C'est vrai. Bah écoutez, là je sais pas si on peut rajouter grand chose de plus sur notre conclusion parce qu'on avait une problématique qui me semblait assez opaque au départ et au final on a réussi à bien répondre là-dessus. Mais c'est intéressant parce que quand même de rebondir sur le fait qu'on ait vu énormément l'oppression. C'est sûr, c'est ça, ouais. Faut le redire une dernière fois. L'oppression politique, sociétale. Que c'est toujours en lien avec quelque chose de social ou que ce soit avec soit l'oppression occidentale, soit l'oppression interne de la Chine impérialiste sur le peuple. Enfin voilà, c'est un sujet qui marche à toutes les époques et qui, je pense, fait que ça marche toujours aujourd'hui. Ouais. On regarde ces films-là, surtout Tigre et Dragon, du coup que j'ai envie de revoir. Je me dis c'est totalement applicable en France en 2024 et ça peut servir de modèle pour de nouveaux films qui parleraient d'oppression justement. Tout à fait. Et écoutez, merci beaucoup pour ce 6e épisode. 6e, hein. Ah c'est ce que tu nous as dit. C'est ce que j'ai dit au début. Je sais plus, on les compte plus, nos enfants. Moi j'ai jamais compté. Hein. Vraiment à partir du premier j'ai oublié. Super. Pour ce 6e épisode du 7e œil, comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur Instagram et sur nos letterbox respectifs, en tout cas pour Dorian et moi-même, puisque Gauvin est aigri. Je suis toujours un sale con. Ça n'a pas changé. Hein, mais suivez-nous surtout sur Instagram parce qu'on est tous les trois dessus et puis qu'on fait des posts entre chaque épisode, des posts d'analyse critique que vous pouvez venir lire régulièrement, soit des films en lien avec l'actualité, soit en lien avec les épisodes qu'on sort, donc pourquoi pas peut-être là un post sur un autre film d'art martial chinois. Et vas-y, je parle de Kung Fu Panda. Allez. Pourquoi pas, voilà. En soi j'ai beaucoup de choses à dire mais ce serait pas intéressant dans le contexte du Kung Fu asiatique. Et voilà, on fait des posts aussi là récemment, on a fait un post sur les Oscars, on a proposé nos pronostics, donc on va essayer d'être assez actif sur tout ça. Et comme on pouvait s'y attendre, mes résultats étaient très moyens pour faut pas écouter Gauvin. Les meilleurs résultats, Oppenheimer. Faut pas écouter Gauvin. Ouais, non mais Oppenheimer a tout raflé. Et je suis content. Bravo Dorian. Non, pour ça. On va jamais réussir à conclure cet épisode. À chaque fois, c'est une catastrophe la fin des épisodes. Mais c'est pas grave parce qu'on vous aime. Et c'est ça a rien à voir. Et je tiens à conclure. Voilà, je tiens à conclure là-dessus. Notre dernier épisode sur la guerre du Vietnam a atteint les 1000 vues sur YouTube. Donc vraiment merci à toutes les personnes qui ont partagé, qui ont commenté, qui ont lâché des petits likes. Franchement, c'est assez impressionnant dans le sens où j'ai regardé l'épisode que 950 fois. Donc c'est-à-dire qu'il y a 50 personnes qui sont venues écouter. 950 fois, c'est beaucoup. Ah merde, c'est beaucoup. Un peu plus parce que je crois qu'on est à 1045 vues. Donc ça veut dire qu'il y a 95 personnes qui sont venues écouter. Et merci aux 95 personnes qui ne sont pas moi. J'ai vu 95 fois, moi je crois. Ah merde. Merci Dorian. Du coup, Bon super, on est 3 à l'avoir vu quoi. En tout cas, ça nous a fait plaisir. Donc voilà, on vous remercie pour le soutien et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode du 7e œil. Qui sera tourné la semaine prochaine. Ah, c'est ciao.